Bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous hebdomadaire pour démystifier le monde de la cybersécurité. Salut à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de la Minute Cyber. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, qu'on soit expert en informatique ou simple utilisateur, l'ingénierie sociale. Et pour m'éclairer sur ce vaste sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Léa, notre experte en sécurité des systèmes d'information. Salut Léa. Salut Jérémy et bonjour à tous nos auditeurs. Ravi d'être là pour cette discussion passionnante. Passionnante et surtout cruciale, je pense, parce que l'ingénierie sociale, c'est un peu l'art de la manipulation, n'est-ce pas? On entend souvent ce terme, mais peux-tu nous expliquer ce que c'est concrètement et pourquoi l'humain est devenu la cible numéro 1? Absolument Jérémy. En fait, l'ingénierie sociale, c'est un peu comme un cambriolage, mais au lieu de forcer une porte, on va ouvrir la serrure avec un gentil sourire. C'est l'art de manipuler les individus pour leur soutirer des informations confidentielles ou les inciter à commettre des actions qu'ils n'auraient pas faites autrement. Et la clé, c'est l'exploitation de la psychologie humaine. On joue sur des leviers très puissants, la confiance, l'urgence, l'autorité, la curiosité, même la peur parfois. Les systèmes informatiques sont de plus en plus robustes, nos pare-feux, nos antivirus. Mais le maillon le plus faible, paradoxalement, c'est souvent nous-mêmes, l'humain. On est plus facile à tromper qu'une machine. C'est effrayant de se dire ça. On est la faille de sécurité ambulante en quelque sorte. Mais alors, au-delà du simple phishing que tout le monde connaît, quelles sont les différentes formes d'ingénierie sociale? Parce que j'imagine que ça va bien plus loin qu'un simple mail frauduleux. Exactement Jérémy. Le phishing, c'est la pointe de l'iceberg, même si ça reste très courant. Mais l'ingénierie sociale prend de multiples formes, souvent plus élaborées. Premièrement, le prétexting. Là, l'attaquant va créer un scénario crédible, un prétexte, pour vous amener à divulguer des informations. Par exemple, il se fait passer pour un technicien informatique ou un employé de banque et vous appelle pour vérifier des informations. Il a déjà quelques données sur vous, ce qui rend son histoire très convaincante. Il construit une histoire de A à Z. Ah oui, le classique appel de la banque qui demande vos codes. Précisément. Ensuite, on a le vishing, c'est le phishing vocal. Là, ce sont des appels téléphoniques frauduleux. L'arnaqueur peut se faire passer pour un support technique qui vous dit que votre ordinateur est infecté ou une administration qui vous menace d'une amende si vous ne payez pas immédiatement. La pression est forte et il joue sur l'urgence pour vous empêcher de réfléchir. C'est le fameux coup du faux support technique qui vous demande de prendre le contrôle de votre PC et de payer des centaines d'euros pour un problème qui n'existe pas. Exactement Jérémy, un grand classique. On a aussi le baiting, l'appât. Ça peut être physique, comme une clé USB infectée déposée dans un parking d'entreprise avec une étiquette salaire 2024 pour inciter la curiosité. Ou numérique, comme des offres trop belles pour être vraies, des téléchargements gratuits de films ou de logiciels récents qui cachent en fait des malwares. L'ingéniosité des cybercriminels est impressionnante dans le mauvais sens du terme. Y a-t-il d'autres formes un peu moins connues? Oui, il y a le quid pro quo, donnant-donnant. L'attaquant offre un service en échange d'informations. Par exemple, un faux support technique qui vous offre une aide gratuite pour résoudre un problème imaginaire et en échange, il vous demande vos identifiants ou l'accès à votre machine. Il y a aussi le tailgating ou piggybacking, plus rare en dehors du monde physique, où une personne non autorisée suit de près une personne autorisée pour entrer dans un bâtiment sécurisé sous prétexte d'avoir les mains pleines ou d'avoir oublié son badge. C'est l'équivalent physique de l'ingénierie sociale si tu veux. C'est fascinant de voir à quel point ça peut s'adapter à toutes les situations, même en dehors du digital. Est-ce que tu aurais des exemples concrets, des histoires marquantes d'ingénierie sociale qui ont fait les gros titres ou qui sont courantes? Ça aide toujours à mieux visualiser. Bien sûr Jérémy, les exemples ne manquent pas, malheureusement. Le premier qui vient à l'esprit, c'est l'arnaque au faux support technique dont on parlait. Des victimes reçoivent un appel ou voient une pop-up sur leur écran qui prétend que leur ordinateur est gravement infecté. Le technicien demande alors de prendre le contrôle à distance de l'ordinateur et facture des services exorbitants pour résoudre un problème inexistant. Ou pire, il installe des logiciels malveillants pendant qu'il répare l'ordinateur. Oh oui, j'ai des amis qui ont failli tomber dedans. C'est très convaincant. Absolument. Un autre cas très connu et dévastateur pour les entreprises, c'est l'arnaque au PDG ou fraude au président. Là, l'attaquant se fait passer pour le PDG ou un haut dirigeant de l'entreprise et contacte un employé, souvent du service financier. Il demande un virement urgent et confidentiel pour une opération secrète ou un rachat d'entreprise. L'urgence et l'autorité sont les leviers utilisés. Et beaucoup d'entreprises ont perdu des millions d'euros à cause de ça. Incroyable! Le pouvoir de l'autorité, même fausse, est immense. Exactement. Il y a aussi les escroqueries sentimentales, ce qu'on appelle les romances scam. Moins liées à la cyber, mais c'est de l'ingénierie sociale
pure. Des arnaqueurs construisent des relations amoureuses, en ligne souvent sur plusieurs mois, pour ensuite demander de l'argent pour des urgences médicales imaginaires, des voyages qui n'auront jamais lieu ou des problèmes financiers. La cible est sous emprise émotionnelle et la manipulation est profonde. C'est vraiment le côté humain qui est ciblé, et c'est ce qui rend ces attaques si insidieuses. Alors, face à cette menace omniprésente, comment peut-on se protéger? Quels sont tes meilleurs conseils pour ne pas tomber dans ces pièges? Excellente question, Jérémy. La première ligne de défense, c'est la pensée critique. Ne jamais prendre pour argent comptant toute sollicitation inattendue, qu'elle vienne par mail, SMS, téléphone ou même en personne. Le bon vieux principe du « si c'est trop beau pour être vrai ». Exactement. Deuxième point crucial, la vérification systématique par des canaux indépendants. Si vous recevez un appel de votre banque qui vous semble suspect, ne rappelez jamais le numéro qu'il vous donne, ni un numéro dans un mail. Prenez le numéro officiel de votre banque, figurant sur votre relevé de compte, leur site web officiel ou votre carte bancaire. Même chose pour le support technique. Allez sur le site officiel du fabricant de votre logiciel ou de votre appareil pour trouver leur numéro de support. Ne cliquez pas sur les liens suspects. Troisièmement, la gestion des réactions émotionnelles. Les ingénieurs sociaux jouent sur l'urgence, il faut agir maintenant, la peur, votre compte va être bloqué, la curiosité, cliquez pour voir cette vidéo. Apprenez à reconnaître ces leviers et à prendre du recul. Face à une forte émotion, mettez en pause votre réaction et prenez le temps d'analyser la situation. Un attaquant veut que vous agissiez vite et sans réfléchir. Le réflexe pause et vérification est votre meilleur allié. C'est le concept du pare-feu humain dont on parle parfois, non? Former notre propre esprit à être une barrière. Tout à fait. Et puis, il y a des mesures techniques simples qui compliquent énormément la tâche des attaquants. Par exemple, l'authentification à 2 facteurs, ou MFA. Si un attaquant arrive à obtenir votre mot de passe par ingénierie sociale, le MFA fera que sans le second facteur, un code sur votre téléphone, une clé USB, etc., il ne pourra pas accéder à votre compte. C'est une couche de sécurité supplémentaire. Très important. Et pour les entreprises, parce qu'on a parlé de l'arnaque au PDG, comment peuvent-elles se prémunir et protéger leurs employés? Pour les entreprises, la sensibilisation et la formation sont primordiales. Mettre en place des programmes de formation réguliers pour les employés, avec des simulations de phishing, des tests pour voir s'ils identifient les tentatives. L'idée n'est pas de les piéger, mais de les éduquer et de renforcer leurs réflexes. Établir des protocoles stricts pour les paiements ou les demandes d'informations sensibles qui exigent toujours une double vérification par des canaux différents. Une demande de virement du PDG, un appel pour confirmer, par un numéro qu'on connaît, pas celui donné par le fraudeur. Et bien sûr, une culture de la sécurité où chaque employé se sent responsable et n'a pas peur de signaler un doute, même s'il s'agit du PDG. C'est vrai, la culture d'entreprise est clé pour un environnement cybersécurisé. Léa, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Un dernier mot pour nos auditeurs. Simplement, restez vigilant, développez votre pensée critique et n'ayez jamais honte de poser des questions ou de vérifier une information qui vous semble douteuse. Mieux vaut être trop prudent que d'être une victime. Un immense merci Jérémy pour toutes ces explications limpides et ces conseils précieux. C'était passionnant et très instructif. Merci à toi Jérémy et à très bientôt. Et voilà, chers auditeurs, c'est tout pour cet épisode de la Minute Cyber. On espère que vous avez appris l'importance de rester sur vos gardes face à l'ingénierie sociale. N'oubliez pas, le maillon faible, ce n'est pas votre ordinateur, c'est parfois nous. Pensez-y, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, restez connectés et soyez prudents. Salut!